Alors, cher Christian Walter, vous êtes l'universitaire de la séance, donc je propose que vous posiez les éléments du débat. Vous êtes spécialiste, expert de éthique et finance, notamment à la Fondation de la Maison des sciences de l'homme. Et donc, je veux vous demander d'être le premier à répondre à la question, en fait, de savoir que représente l'innovation d'une façon générale, mais surtout dans le domaine financier. Nos introducteurs ont déjà un peu dressé le tableau, mais qu'est-ce que c'est que le périmètre de l'innovation? Comment est-ce qu'on la stimule? Comment est-ce qu'on articule la grande et la petite innovation? Jusqu'où ça va? Est-ce que ça va jusqu'à des enjeux de gouvernance? Qu'est-ce qui fait au fond que ce moteur d'une entreprise est bien appréhendé? J'ai noté dans les propos de Fabrice, lorsque vous avez dit que dans les banques, maintenant, cette question de l'innovation faisait partie de la deuxième ou de la troisième priorité. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose où les acteurs dans les structures en charge des innovations ont sans doute changé de place dans les organisations, puisque c'était des métiers qui autrefois étaient sans doute considérés un peu comme du back-office et qui sont aujourd'hui rentrés au cœur de la gouvernance, qui est quand même une prise en compte très différente de l'innovation. Christian Walter. J'étais rencontré il y a longtemps au moment de l'audition du groupe Chris Report au Parlement européen. Merci de m'avoir proposé de dire quelques mots pour cette introduction au débat sur le thème de la durabilité en finance. Mon métier, c'est d'être actuaire, donc je ne suis pas économiste, c'est-à-dire que je ne connais à peu près rien à l'économie, la finance un petit peu, mais surtout l'actuariat. Mon métier, c'est de travailler sur en fait, la mesure des risques et la manière de prendre en compte les risques, de les calculer, de les chiffrer, de les évaluer, de les gérer, de se demander s'il y a un risque ou qu'il y a un danger. Donc, je vais proposer quelque chose à partir de ma compétence d'actuaire, davantage qu'à partir de réflexions sur l'économie et la finance. La chaire éthique et finance, dont je suis co-titulaire depuis maintenant plus de 10 ans, n'est pas une chaire de modélisation, n'est pas une chaire d'économie, n'est pas une chaire de finance. Alors on se dit, bon, ben, c'est une chaire de quoi? En fait, c'est une chaire de philosophie éthique. C'est-à-dire qu'on aborde ces questions avec une compétence éthique en se demandant ce qu'il faudrait faire pour que, dans le sens du bien. Et très vite, on s'est aperçu, il y a maintenant 10 ans, à la suite de la grande crise et des réflexions qui ont suivi cette crise, que beaucoup de domaines étaient déjà pourvus en réflexion réglementaire, déontologique, de conformité, éthique, de modélisation, et qu'on n'allait pas ajouter à ces réflexions des propos ou des travaux qui pourraient faire mieux que ce qui était fait à droite et à gauche. En revanche, il est apparu assez vite qu'il y avait un point bloquant dans les évolutions de la finance dans le bon sens. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de centrer nos réflexions, nos travaux sur ce point bloquant. Un peu comme au bridge. Moi, quand j'étais en prépa il y a très longtemps, on jouait au bridge, aux échecs et au go, mais aussi au bridge. Je ne sais pas si aujourd'hui on joue encore au bridge en prépa. Et j'avais compris que dans les annonces, il y a la question de ce qu'on appelle compter les perdantes et pas les gagnantes, pour se protéger des perdantes. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire à la chaire éthique et finance de Lyon, parce qu'on est deux. Je travaille avec Emmanuel Picavet, qui est un philosophe de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et un réseau international dont un des piliers importants est le Québec, à l'Université Laval à Québec. D'autres se situent à Lausanne. On a un réseau en Italie qui s'appelle Finance, PHI pour philosophie NANCE. Et donc voilà pourquoi je dis on. Donc on s'est aperçu que on allait chercher à mettre en évidence ce qui pouvait être un frein à l'orientation de la finance vers l'éthique ou vers le vert ou la durabilité. Et là, un peu comme on bridge et les perdantes, on a vu qu'il y a un domaine qui n'était pas du tout interrogé, qui n'était pas examiné,
pour diverses raisons, qui n'étaient pas creusées, qui était justement le domaine, en fait, qui est le mien et de celui des actuaires, qui est la question des risques. Et là, assez vite, on s'est aperçu que dans les années 2011, 12, 13, 14, 15, en dehors des causes que tout le monde connaît sur la crise de 2008, sur la crise, sur les conséquences et la réglementation, il y avait un point justement aveugle qui était la question des métriques de risque. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas là une piste à creuser pour, en quelque sorte, dénoyauter la finance d'un noyau toxique, qui soit la manière dont on calcule le risque en finance. Et en fait, on s'est aperçu également, je résume beaucoup de travaux, que bien souvent, dans la finance dite verte ou la finance dite durable, on n'arrivait pas fondamentalement à transformer le système financier. Et au fond, le verdissement semblait parfois se limiter à ce qui est appelé par, évidemment, dans la polémique, le greenwashing. On pourra dire des branches vertes sur un tronc qui n'est pas vert, que j'avais traité à l'époque par une étiquette, THIQE de TE, petite éthique et étiquette verte. Et on s'est demandé pourquoi. Voilà. Donc, ce qu'on a regardé, c'est comme voie de possible de changement dans la finance, au-delà et indépendamment de tout ce qui se fait déjà en réglementation, en orientation, en fléchage, en épargne, en instruments, on a regardé comment il faudrait transformer les modèles de risque pour rendre ces modèles verts. Et là, ce qu'on a regardé, c'est est-ce que dans la manière de calculer les risques avant 2008, avant 87, depuis les années 50, il n'y a pas un ingrédient, au fond toxique, qui serait à l'origine de la dévoration de l'économie et de l'environnement par la finance, à l'origine d'une perte de contrôle de la finance par rapport aux enjeux de limitation des ressources naturelles, à l'origine d'une illusion sur la maîtrise des risques amenant à prendre des positions dangereuses, voire excessives sur les marchés de capitaux, à l'origine finalement d'une sorte d'opacité sur le caractère nocif d'une forme de finance. Donc, c'est un peu ça qu'on a cherché à mettre en évidence. C'est, au fond, est-ce qu'il n'y a pas des métriques de risque qui seraient des métriques, pour faire très court, néolibérales, non durables, et des métriques qui seraient durables parce que prenant en compte des limitations naturelles de l'environnement et puis des enjeux sociaux et économiques, très schématiquement. Et donc, sans rentrer à ce stade dans des détails pratiques, on peut montrer effectivement que beaucoup de calculs de risque qui sont contenus dans les réglementations, entre autres européennes, se présentent à la fois avec un objectif de long terme, mais contiennent en eux des ingrédients, on va dire, court-termistes, qu'on pourrait appeler toxiques. Une forme de contradiction intrinsèque entre une orientation à long terme et des facteurs très techniques qui contiennent en eux du court-termisme. Ça paraît paradoxal, mais c'est un peu vers ça qu'on a regardé ce qui pouvait être fait, d'où notre proposition à la Charité et Finances, qui est de considérer ce qu'on pourrait appeler l'éthique épistémique, et puis c'est de lancer du franglais, épistémique ethics, qui est une éthique consistant à faire entrer dans les méthodes de calcul de risque des caractéristiques prenant en compte l'environnement, aussi bien des géographies physiques que urbaines, très très schématiquement. Donc, ce serait ma seule contribution, sans vouloir en fait déborder sur les enjeux bien plus généraux qui ont été abordés tout à l'heure en introduction, c'est de dire, au fond, dans cette image des annonces au bridge, de compter les perdantes, il y a peut-être là un point très important, mais opacifié, qui, s'il n'est pas vraiment abordé frontalement par une approche éthique, peut devenir un facteur bloquant pour les meilleures intentions, en quelque sorte, de durabilité ou de verdissement. Moi, j'aime bien cette idée qu'on trouve en morale peu importe les auteurs, la notion de chance morale. Vous savez qu'en morale, en général, on dit qu'une intention est bonne, il n'y a pas de problème. L'action est bonne. Autrement dit, c'est tout à fait kantien comme approche. L'intention permet de dire que ce qui suit est bon ou mauvais.
On veut taper sur l'autre, c'est mal. On veut son bien, c'est bien. Voilà. Mais il apparaît dans beaucoup de situations ce qu'on appelle en anglais moral luck, un phénomène de chance morale. Ça veut dire que le hasard intervient et finalement, ce qui résulte de l'acte n'est pas du tout conforme à l'intention. Un effet de hasard sur l'objectif initial. Et ce qu'on a vu avec ces questions de métrique de risque, c'est qu'on peut avoir une intention morale bonne, verdissement, environnement, etc., ou critères sociaux, et par un effet de chance morale, qui est dû à une notion de Bernard Williams, un philosophe anglo-saxon, c'est pas ce qui se passe. Donc, ce que je suis en train de proposer au débat et à la réflexion aujourd'hui, aussi bien technique que publique, c'est de prendre en compte cet effet de chance morale ou de malchance morale qui résulte de ce que les métriques de risque n'ont pas été abordées du point de vue éthique. Pour une raison simple, c'est qu'on considère que la technique, ce n'est pas éthique. Et ce qu'on dit, c'est que justement, une machinerie, une organisation, un système de calcul, une feuille Excel, c'est aussi éthique qu'une décision de remplir la feuille Excel avec des choses qui paraissent éthiques. Très schématiquement, pour ne pas encombrer mon propos. Merci. Voilà. Merci beaucoup de cette pensée stimulante. Et je ne sais pas si c'est une innovation dans le calcul du risque, mais en tout cas, c'est une approche dont j'ai compris qu'elle stimulait l'audience et qui permet de rentrer avec un angle très particulier, mais utile dans le débat.